stay consistent. Hustlers, are you listening? We're the doers, we do what doers do. Grind every day and handle business. Entrepreneurs rising, we're not wasting time. Inspire, educate, entertain, that's the sign. More the for the doers by doers, unstoppable with shine. Bonsoir tout le monde, donc je suis Jonathan Angelov, je suis un des fondateurs d'Aircall. Pour ceux qui ne connaissent pas Aircall, c'est un SaaS, donc un logiciel qui fait de la téléphonie pour les entreprises. Donc en fait, on a imaginé un outil qui permettrait à quelle que soit l'entreprise et où qu'elle soit dans le monde de créer toute son infrastructure télécom en quelques minutes et de l'intégrer à l'ensemble des outils que les entreprises utilisent déjà, notamment les CRM, les outils de helpdesk ou même des outils de sales comme Lemlist. Et donc on a créé ça en 2014 et donc en à peu près 9 ans, presque 10 ans maintenant, on est passé donc de 0 à près de 150 millions de chiffre d'affaires à date, avec à peu près 700 personnes à bord actuellement. Et moi, en parallèle de tout ça, pendant les 4 dernières années et pendant les 15 dernières années, j'ai fait beaucoup d'immobilier, mais les 4 dernières années, j'ai créé une foncière qui s'appelle Aguesso Capital, qui s'est très bien développée en cette période et que mon associé a géré tout ce temps. Et donc je suis récemment parti d'Aircall. En septembre, je l'ai annoncé. Donc j'ai donné les rênes à des anciens salariés à moi qui gèrent très très bien la boîte. Et donc maintenant, je suis focus sur Aguesso Capital, qui est ma foncière, qui a actuellement un peu plus de 60 millions d'euros d'actifs qu'on a achetés sur les 4 dernières années, avec beaucoup de crédits, beaucoup de dettes, comme vous pouvez l'imaginer. Mais l'idée, ça a été de créer un peu un side business que j'ai toujours aimé, qui est l'hôtellerie. Et donc on a acheté 4 hôtels, on a des bureaux, des immeubles d'habitation, des centres logistiques, enfin pas mal de choses. Et je rejoins ma propre foncière, donc ça fait toujours un peu bizarre. Donc je suis là pour évidemment continuer à la développer et continuer à accélérer sur ce domaine-là. Et j'ai 36 ans. C'est magnifique. Si ça intéresse quelqu'un. C'est une très très belle présentation, John. En plus, on a quelques personnes dans la salle qui t'ont déjà écouté pendant quelques heures chez nous. C'est magnifique. Je suis désolé alors. Guillaume, je te propose aussi de te présenter un petit peu. Bon, il y a pas mal de gens qui te connaissaient déjà, mais bon, si tu veux présenter un petit peu l'Empire, l'Emlist, pour les trois personnes qui connaissaient pas ce soir. Donc ici, normalement, c'est mon salon. Ça, c'est ma télé. Mais bon, pour l'occasion, on a décidé de mettre plein de chaises. Non, du coup, moi, j'ai lancé Lemlist il y a maintenant bientôt 5 ans et demi, qui est un outil qui aide les commerciaux à prendre plus de rendez-vous avec leurs prospects. Dans la boîte, nous, on est présent dans un peu plus de 100 pays. On a juste des bureaux à Paris et sinon, l'équipe est remote. On fait un peu plus de 20 millions de chiffre d'affaires. J'ai pas décidé de quitter l'Empire encore. On en reparle dans 5 ans. J'ai investi un peu dans l'IMO, mais j'ai pas 4 hôtels, pas encore. Mais voilà, donc bienvenue à tous. Et moi, je suis très content aussi d'avoir John. Je pense qu'on se connaît depuis quelques années maintenant. Il a mis du temps à se voir la première fois. C'est vrai. Mais on s'est beaucoup parlé. Il était un peu trop international, non, toujours à New York, tout ça. Et donc, du coup, on a aussi une histoire en commun, je ne sais pas si on pourra la raconter, en Afrique du Sud. Si vous teasez, les gars, on va la raconter, mais ça, on laissera jusqu'à la fin. Elle est soft, l'histoire. Pour le watch time et pour que les gens restent jusqu'au bout. Première question, c'est, tu as lancé justement Aircall. On dit toujours que pour lancer une boîte, il faut résoudre une grosse problématique. Comment est-ce que tu es venu l'idée de lancer Aircall et de te lancer dans l'entrepreneuriat et dans le SaaS ? Alors la base, et ça j'insiste parce que je fais aussi beaucoup de business angel et je vois vraiment des dossiers passer énormément. La base, c'est qu'il faut qu'il y ait un problème. Il faut évidemment qu'il y ait quelque chose qui gêne les gens et donc qui soit une complexité. Je vois beaucoup trop de produits, de gens qui viennent avec des idées qui sont un peu des nice to have versus un must have. Et vraiment, vous pouvez être convaincu de la chose. La seule chose qui compte, c'est est-ce qu'il y a vraiment un besoin qui est mais vraiment, on ne peut pas travailler sans, quoi. Et aujourd'hui, surtout en période de crise, c'est plus important que jamais. Donc nous, quand on a créé Aircall en 2014, on sortait un peu de la crise de la dette qui avait fini un peu en 2012. Donc le marché était encore un peu difficile. Et l'idée de base, ça a été, mais la téléphonie d'une entreprise, c'est complexe. C'est dur à mettre en place. C'est long, ça scale pas, c'est du matériel. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient dans la boîte, il fallait lui acheter un poste téléphonique, l'installer, le brancher, tester la ligne téléphonique, est-ce qu'elle fonctionne, est-ce qu'elle fonctionne pas. Et donc on a essayé d'imaginer quelque chose qui était simple, qui était finalement un peu de reprendre ce qui existait déjà pour le B2C. Donc un petit peu, vous avez tous WhatsApp, je présume. C'est aussi simple que WhatsApp Aircall, c'est-à-dire que, sauf que ça fait pas ce que fait WhatsApp, mais on voulait quelque chose aussi simple que WhatsApp. Donc
mettre en place la téléphonie de votre boîte aussi simplement que vous mettez en place WhatsApp sur votre téléphone. Et donc, alors nous, on est une app sur les mobiles, mais également et surtout sur les ordinateurs. Et donc, on a imaginé un produit comme ça en se disant, si c'est simple, les gens vont l'adopter. Et très vite, on s'est rendu compte que la téléphonie dans une entreprise est essentiellement utilisée par soit des équipes commerciales qui ont besoin de faire du cold calling, soit des équipes de service client qui reçoivent des appels toute la journée. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, OK, le pain, il est là. Il est là. Les gens ont besoin de passer des appels et ont besoin de recevoir des appels et on va construire le produit autour de ces usages. Les usages étant la téléphonie intégrée en plus aux outils métiers parce que ces personnes utilisent obligatoirement, il n'y a pas de commerciaux sans CRM et il n'y a pas de service client sans outils de service client. Et donc, on a décidé de s'intégrer comme ça à une multitude de produits. Des produits comme l'Emlist, plutôt focus très commercial, sont arrivés un petit peu après. Mais de base, c'était l'idée. Et donc, très vite, on a eu énormément de traction parce qu'il y avait un besoin identifié. Les gens en souffraient énormément et pour ceux qui ont peut-être des entreprises, vous savez que la mise en place de la téléphonie d'une boîte, c'est quelque chose de stressant, c'est cher, on n'y comprend rien. Je pense que même moi récemment, je suis en train de changer de forfait téléphonique. Je peux vous assurer que j'y comprends rien et que j'ai toujours l'impression qu'ils essayent de m'avoir. Donc voilà, un peu le problème qu'on avait identifié et qu'on a essayé de régler par un logiciel qui allait être simple à mettre en place et simple à être utilisé. Et du coup, sur les débuts, peut-être avant de commencer, on n'a pas posé une question. Qui ici a monté sa boîte ? Ouais, j'adore ces questions. Ok. Ceux qui n'ont pas monté votre boîte, qui bosse en sales, marketing, growth ou customer support peut-être. Ok. Et donc, il y en a que j'ai pas appelé ou pas changer ou des gens qui font. On a Il y en a qui sont chômeurs. Qui est venu pour le Lembar après? Les étudiants peut-être. Non, moi j'aimerais bien savoir plutôt pour ceux qui ont des boîtes, quelle est la taille de vos boîtes alors qui font plus d'1 million de chiffre d'affaires? Ok. Bougez Pourquoi pas, bougez tu dis pas. ça? C'est entre 0 et 1 d'abord. Sois sympa. Non mais d'accord, qui fait 0 chiffre d'affaires mais a une boîte? Qui fait plus de 150? Plus de 150 000. Plus de 150 euros ou 150 balles, il y en a qui vendent des sandwichs, non? Ok, on a une population assez early stage. Très bien, on va adapter tout ça. Bah du coup on part sur de l'early. Et on va rester T'arrives. très early, c'est les meilleures années. De toute façon, on les oublie jamais. T'as le pain point, tu sais que c'est un must-have, et maintenant il faut aller trouver des clients. Ouais, alors fais quoi? L'équipe. Ne sous-estimez pas l'équipe. C'est peu importe ce que vous voulez faire, que vous ayez une vision plutôt à la Guillaume et l'Emlist en général, très bootstrap, très on est entre nous, et on fait les choses avec les moyens du bord et on va croître sans lever de fonds. Ou la vision un peu Aircall qui a été une vision où on a levé pas mal de sous. Donc à date, Aircall, on a levé quand même 220 millions de dollars. Donc très cash intensive, donc ce qui explique aussi qu'on a une croissance forte parce qu'on a investi, donc encore heureux qu'on ait fait de la croissance toutes ces années, sinon je ne serais pas là d'ailleurs. Mais ce qui est important, c'est vraiment l'équipe de fondateurs. Et souvent on se dit on va s'associer avec des copains, voilà, non, en fait il faut que vous vous associez avec des gens qui vous apportent quelque chose, ou qui apportent quelque chose de différent que vous. Avoir des copier-coller de vous, c'est pas la bonne idée, je pense, au début. En tout cas, c'est mon avis. Ce que je vous dis, c'est mon avis. Encore une fois, ne le prenez pas comme une règle ultime parce que je peux avoir tort. Mais c'est en tout cas d'être avec des personnes complémentaires. Être avec des personnes que vous ne connaissez pas, c'est pas un problème non plus. Il faut apprendre à se connaître. Mais vraiment créer cette équipe parce que le noyau d'une boîte est hyper important et c'est ce qui va faire le succès d'une boîte. Et en revanche, une équipe qui se disloque très tôt, c'est ce qui peut tuer une boîte. Et je le vois, j'ai à peu près 40 investissements aujourd'hui dans des business angels. Et là, depuis que la crise a montré son nez, on voit que les équipes commencent un peu à se taper dessus. Je vois des fondateurs de boîtes qui se virent entre eux. Je vois des CEO qui se font virer par ses employés. Enfin, vraiment, je vois des choses que je ne pensais pas avoir vues. Et parce qu'en fait, malheureusement, ils n'ont pas réussi à bien trouver leur place et surtout à bien se comprendre. Et j'ai vu même des projets qui sont morts là, justement à cause de ça, quoi. L'équipe s'est pas mise d'accord. Et un projet qui était sur le papier intéressant, en fait, finit à la poubelle. Donc, petit truc de base, je voulais le rappeler parce que je vois que beaucoup ont créé leur boîte ou vont créer leur boîte. Ayez bien ça en tête, que c'est une des choses principales, avoir la bonne équipe, motivée et surtout pas pressée parce que l'entrepreneuriat c'est long. Il y a un move que tu as fait dès le début, c'est que Aircall a été lancé en anglais. Tu as lancé le SaaS en anglais. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu devais relancer un SaaS,
tu le relancerais directement en anglais et si oui, pourquoi? Ouais, alors depuis le début en fait avec Aircall, la vision a été internationale et d'ailleurs c'est marrant parce que donc en 2014 quand on a créé la boîte et on a mis en ligne au début le produit, nos premiers utilisateurs, donc on a fait un peu comme tout le monde à l'époque, on s'est mis sur sur Product Hunt. Et c'est vrai que les premiers utilisateurs, c'était vraiment des boîtes étrangères, notamment américaines, qui sont venues et qui ont dit ah c'est super, moi j'ai besoin de cet outil. Donc on s'est dit en fait, on va être international jour 1. Notre vision, c'était de toute façon de fournir des numéros de téléphone partout dans le monde, quelle que soit la boîte. Donc, par facilité et par un petit peu aussi manque de tech pour pouvoir le faire, on a dit on va le faire dans une langue. Et ça a duré quand même 2-3 ans. Alors, c'était pas évident, surtout qu'on était une boîte française et les Français étaient là. Non, mais moi, mon gars, il parle pas français. Ma personne là, elle parle pas français. Enfin, elle parle pas anglais, pardon. Et donc, ça pouvait être un peu compliqué. Mais on a gardé un petit peu cette stratégie pendant 2-3 ans parce qu'on voulait surtout développer le produit. Ce qui compte, c'est le produit. Et puis dans un SaaS, souvent, il n'y a pas besoin non plus de lire des pavés. Même si avec le recul, je pense que c'est important d'avoir une vision, en tout cas très tôt, internationale dans le produit et donc de se dire, il faut qu'on prévoie les langues. Nous, on ne l'avait pas prévu. On s'était dit, non mais attends, tout le monde parle anglais, c'est évident. Sauf que ça ne l'est pas du tout, notamment en Europe. Et donc, on a dû reconstruire une partie du produit assez tôt pour pouvoir accueillir des langues. Ça peut paraître bête, mais croyez-moi, pour un tech, tout ce qui n'est pas prévu, s'il ne l'a pas lui-même prévu, eh ben en fait, ça va être très compliqué à mettre en place après. Donc, ayez vraiment cette stratégie de savoir où votre produit doit aller, notamment sur les langues, pour pouvoir après pouvoir les intégrer assez facilement. Tu parles de l'importance du produit et notamment du fait que vous avez passé pas mal de temps à le développer. Du coup, à le redévelopper. Du coup, au début, tu n'as pas un produit de ouf. Quand est-ce que tu commences à vendre? Comment est-ce que tu convaincs les personnes de l'utiliser? Alors nous, honnêtement, on s'est jeté dans la mare très tôt. On s'est vraiment jeté très tôt dans le sens où très vite, alors notre produit, que je réexplique comme ça, vous pouvez comprendre la suite de ma phrase. La base de notre produit, c'est on te fournit un numéro de téléphone et on te permet de recevoir les appels sur ton ordinateur et de pouvoir avoir tout ça interconnecté à tous tes outils. Okay. La base a été finalement, donc produit de base, c'est on te fournit un numéro de téléphone fixe et tes clients peuvent t'appeler sur ce numéro de téléphone fixe. Et donc quand tu es un entrepreneur, au début, au lieu de donner ton portable bêtement, on te fournissait juste un numéro de téléphone et la capacité d'ouvrir et fermer ce numéro de téléphone, donc dire je suis ouvert de 9h à midi. Et c'est tout avec de 9h à 19h. Et c'était à peu près tout et un message d'accueil. Donc on est allé prendre dans des librairies de text-to-speech. Et donc, pour juste t'écrire bonjour, je ne suis pas là actuellement, et ça te le traduisait avec une voix un peu robotique, mais ça a apporté cette valeur. Donc, ça, c'était le produit de base. Ce produit à construire nous a pris à peu près 6 mois. Et ça, quand on l'a mis en place, ça apportait de la valeur à plutôt des solo-entrepreneurs ou des petites boîtes qui avaient besoin d'un service client ou d'un numéro en tout cas pour rassurer sur leur site internet. Donc un produit qui était à 5 € par mois et par utilisateur, donc vraiment pas cher, enfin même gratuit. Pendant les 3-4 premiers mois, on l'a mis gratuit et après on l'a mis à 5 € par utilisateur et on a perdu la moitié des clients. Mais c'est pas grave, en tout cas on a pu tester notre produit, mais en tout cas mon conseil c'est n'hésitez pas assez tôt à le mettre sur le marché, juste aussi pour avoir les premiers retours, pour comprendre ce que les clients attendent et ne pas juste rentrer dans ce truc infini de on construit, non il va manquer ça, non, allez-y quoi, ça va vous donner de l'info. Et de toute manière au début vous allez voir c'est long, d'être connu c'est long, d'attirer les bonnes boîtes c'est long, de vous faire, de même que des gens viennent en inbound c'est long, donc n'hésitez pas à utiliser ce temps long du début pour faire tester votre produit et vous continuer à le développer pendant cette période. En tout cas, commencer gratuitement. Je ne sais pas si tu as fait ça au début, Lemlist. Ouais, nous, en fait, on n'avait juste pas construit le système de paiement. Donc, on disait aux gens qu'il fallait payer, mais on ne pouvait pas encaisser, quoi. Mais c'est pas grave. Au moins, ils testent. Mais tu vois, ça, c'est typique. Beaucoup de gens. Et tu vois, et ça, je trouve que ça a été une super attitude de Guillaume. C'est de se dire, en fait, les premiers euros, ils ne sont pas si importants. Ce qui est important, c'est que les gens utilisent et qu'ils deviennent addicts. Tu vois, nous, les gens, une fois qu'ils avaient leur numéro de téléphone chez nous, en fait, ils étaient un peu loqués, quoi. Tu vois, c'est un peu comme quand tu changes de forfait. Bon, tu vois, si au bout d'un mois, ça se passe pas comme prévu, tu vas pas rechanger immédiatement de forfait. Donc, c'est un peu pareil. Et ça doit être pareil pour l'Emlist. C'est en fait, tu rentres dans l'usage, tu rentres dans le commun, l'outil de base. Et donc, après, tu as un peu plus de temps. Et quand tu le rends payant, il y a toujours des gars qui disent ah ouais, non, mais en fait, moi, je suis un peu short cash. 5 € par mois, c'est chaud en ce moment. T'as un nom pour ça, non? Tu les appelles comment, toi? Ça, c'est les Français, juste.
Je m'attendais au French Tip Bastard, c'est vrai. Non, mais moi, je comprends que 5 euros au début d'une boîte, ça peut être dur en vrai, mais... Tu crois pas toi-même, John? Non, j'y crois. Non, attends, j'ai passé des années parfois à négocier 3 balles sur des forfaits, donc je vais renvoyer la pierre à personne. Mais en tout cas, on a eu un gros churn. Donc, on avait 100 clients qui payaient 0, et du jour au lendemain, enfin 100 clients, c'est beau de dire 100 clients qui payent 0. Du coup, tu sais pas si c'est vraiment des clients ou des rôdeurs. Mais à 50 clients qui payent 5 euros. Donc bon, ça change pas la face du monde. Mais en tout cas, tu te dis, OK, il y a des gars quand même qui sont prêts à payer. Et à partir de ce moment, déjà, tu as une vision de ton produit, où est-ce qu'il va, le besoin de ses clients. Donc tu vois, dans les gars qui payaient 5 balles, ben, en général, ils étaient entre 1 et 3 utilisateurs. Ça nous donnait un peu la direction. Et puis ces clients commençaient à croître. Et donc, tous les mois, en fait, il se passe un truc marrant, c'est que ton client qui est 3, il passe à 4. Et en fait, il vient de faire plus 30%, lui, sur son truc. Et toi, tu viens de faire plus 30% de net rétention. Donc, en fait, tu vois, tu commences aussi à avoir un peu une vision de tes chiffres et tout. Et je trouve ça hyper intéressant de construire ton produit avec la croissance de tes clients. Alors, l'erreur à ne pas faire, et attention, c'est de ne surtout pas, en revanche, suivre trop les clients et dire, en fait, tout ce que disent mes clients, je le prends comme acquis. Ce qui est important, c'est d'avoir une vision produit et de dire voilà ma vision produit. Elle va correspondre plutôt à 80% de mes clients. Et il y a peut-être 20% de mes clients actuels qui n'en veulent pas, ou même 80% de mes clients actuels qui n'en voudront pas. Mais c'est pas grave, ma vision est d'aller là. Tu vois, nous, et on en a fait des erreurs et on pourra revenir dessus. Un moment, quand on était autour de 2-3 millions d'ARR, quand on avait un client qui nous proposait de payer, je sais pas, 5 000 par mois, donc 50K d'ARR, 60K d'ARR environ. Donc ça fait une sacrée croissance. Bah, on a fait l'erreur de dire, OK, on va faire toutes les features que ce gars-là veut. Sauf que ce gars-là, en fait, tu vas jamais réussir à le garder parce qu'il va vouloir toujours autre chose, il va croître et il va être trop gros pour toi de toute manière. Puisque si on regarde ton client moyen, il était à 3 users et tu as un client à 50 utilisateurs, globalement, la chance que tu le gardes est assez faible. Et donc, il va te churner. Donc, avoir une vision claire du produit tout en récoltant un maximum de feedback de vos clients early stage qui de toute façon, et ça c'est très égoïste mais il faut l'avoir en tête, il y a très peu de chances que vos 50 premiers clients soient là 5 ans plus tard, dans tous les cas, malheureusement. Combien de temps tu mets à atteindre justement les 100 000 premiers clients? C'est quoi les paliers symboliques? Alors, combien de temps tu mets à les atteindre? J'ai assez peu regardé moi en nombre de clients. De toute façon, regarder le nombre de clients, c'est toujours un peu... Enfin, c'est compliqué, ça dépend de la taille de ton client moyen, de ton ARPA et tout. ARPA, Average Revenue Per Account, donc prix moyen par entreprise. Pardon. Nous, ce qu'on va regarder sur le MRR, et d'ailleurs, on a toujours eu un truc, c'est une métrique qui compte, quoi. Tu vois, c'est toujours été le MRR. Donc nous, le premier million d'ARR nous a pris 18 mois entre, on va dire, la première ligne de code au premier million d'ARR. Ça a pris à peu près 18 mois, peut-être un peu moins, genre 14 mois. Et ensuite, on a fait x3 la première année. Donc on est passé de 1 million à 3 millions. Après de 3 à 9, de 9 à 18, 18, 35, 35, 70, 70, 110, non 70, 90, welcome Covid. Et après 90, 130, 130, ainsi de suite. La typologie de clients, donc elle a changé entre l'année 1 et l'année 2. Comment tu fais le x3 sur cette année-là? Alors la typologie de clients, elle n'a pas trop évolué les premières années. Mais non, on avait quand même des clients foncièrement plus gros. La première année, globalement, c'était de l'auto-entrepreneur, hein, pratiquement. Où, tu vois, je me souviendrai toujours de ce client qui vendait des coques de téléphone en ligne. D'ailleurs, bon, il n'est pas là. Ça s'appelle dealer de coques. Coke, vous avez compris la blague, il était hyper fier de me faire la blague au téléphone. Dire, vous avez compris la blague, dealer de coke? Ouais, ça va. Et non, et c'est un petit jeune en plus, il faut pas rigoler parce que je crois que c'est un des plus jeunes entrepreneurs de France à l'époque. Il avait créé à 16 ans sa boîte et il avait cartonné. Mais bon, bref, je voyais bien que ce genre de client, en fait, il était seul dans son garage et il vendait ses coques qu'il achetait sûrement sur Alibaba et il les revendait à 10 fois le prix sur son site. Mais honnêtement, ça marche et je pense que d'ailleurs son site existe toujours s'il y en a qui veulent checker. Vous pouvez nous le dire. Et globalement, je voyais bien qu'avec ce genre de client, ça allait être long, quoi. Tu vois, à base de... alors, à un moment, on a passé nos prix à 20 euros minimum, donc pour 3 utilisateurs. Donc, globalement, on était passé de 5 euros à 20 euros. Mais bon, vu que c'était pour 3 utilisateurs, ça faisait 6,50 euros par utilisateur. On n'avait pas beaucoup avancé. Mais on s'est rendu compte vite que pour faire un produit comme le nôtre,
Et avoir cette vision d'aller un jour à peut-être 100 millions, déjà arriver à 10 millions d'ARR, pour nous, c'était inimaginable. On s'est dit, il faut qu'on aille quand même un petit peu up market. Et donc, on essayait de targeter quand même des boîtes plutôt au minimum 10 utilisateurs et qui vont vraiment avoir un besoin hyper identifié pour le produit. Et est-ce que du coup, là, quand tu fais... parce que les boîtes qui ont au moins 10 utilisateurs, ça veut dire qu'ils ont potentiellement une solution qu'ils utilisent. Ouais. Comment tu fais pour les faire switcher? Est-ce que c'est que de l'outbound où tu les contactes ou est-ce que... Enfin, c'était quoi un peu vos canaux d'acquisition? Ouais, il y avait un mix des deux. En fait, nous, on a vraiment une ADN très sales, quoi. C'est-à-dire qu'en 2014-2015, on balançait dans tous les sens des mailings. Je me souviens un jour avoir extrait une base de données, donc j'étais hyper fier. 5000 gars, j'ai envoyé le truc, j'ai eu 0 réponse. C'était magnifique. Ouais, non mais à ne surtout pas faire évidemment. Et puis après le domaine était banni pendant une semaine. Enfin, voilà. Et non, et donc très vite on s'est dit ok, il faut qu'on segmente les boîtes qu'on veut targeter. Donc tu as toujours un peu d'inbound au début. Je vous le souhaite en tout cas d'avoir un tout petit peu d'inbound. Mais souvent l'inbound, ce qui vient seul, c'est des petits utilisateurs. C'est des 2-3 utilisateurs, voire des boîtes de 2-3 personnes où les 3 fondateurs globalement, ils sont derrière le téléphone. Et donc ça, c'était un peu le truc qui venait tout seul et c'était cool. Mais nous, on s'est dit, il faut qu'on aille les chercher. Et donc très vite, cold calling, outbound mailing, LinkedIn, enfin tous les canaux possibles et imaginables. Et de manière assez agressive. Et on en a fait un peu notre dada. On y prenait un peu un malin plaisir aussi d'aller targeter les boîtes qu'on pense qui ont ce besoin. Et ça, c'était très important. C'est que nous, très vite, on savait s'il y avait un besoin. Et comment on savait? On va sur leur site internet. Si sur le site internet, globalement, il y a un numéro de téléphone, c'est qu'à première vue, ils avaient besoin de nous, de près ou de loin. Maintenant, il fallait déterminer la taille de la boîte. Mais en tout cas, quand on les contactait, personne ne pouvait nous dire mais j'ai pas de besoin. Bah non, tu as un numéro sur ton site, donc automatiquement, tu as un système t'as un besoin en téléphonie d'entreprise. Et donc ça nous a permis quand même d'être très sharp, très, très, très orienté sur qui on va chercher, comment on va la chercher. Et ça nous a permis vraiment de commencer à avoir des belles boîtes qui entendent parler de nous, qui se passent le mot. Alors avec toutes les galères qu'on a pu avoir au début d'Aircall, et je suis ravi de les partager, notamment sur la qualité des appels. Mais en fait, le produit était tellement révolutionnaire à ce moment-là, et vraiment... Je pèse mes mots parce qu'en fait, les gens, il n'y a pas une fois où on me disait pas, mais ton produit, mec, il fonctionne pas, c'est vraiment l'enfer. Mais en fait, je peux pas partir parce que globalement, ça m'apporte quand même beaucoup de valeur. Et quand je dis il fonctionne pas, bah ouais, la qualité de l'appel est mauvaise, quoi. Et j'avais pas de solution à ce moment-là parce qu'on maîtrisait pas toute la chaîne de valeur des telcos. Et donc, bah malheureusement, parfois, il suffisait que la connexion internet soit un peu instable, on se retrouvait dans des problèmes. Mais mine de rien, notre focus a toujours été de ne pas regarder ce qui ne va pas, mais plutôt de regarder ce qui va. Et donc d'apporter la valeur que les clients attendent. Et honnêtement, à cette époque, on faisait de l'outbound, on avait des retours, alors entre 2 et 3% de closing. Donc c'est-à-dire qu'on envoie 100 mails, on a 2-3% de ces gens qui vont devenir clients à horizon de 6 mois. Donc tu vois, on avait fait les stats. Et ça nous a permis de créer vraiment une machine autour de ça, qui était au début, évidemment, moi. Mais à partir de à peu près 20 000 de MRR, on a commencé à avoir une équipe, des stagiaires et après des personnes full-time qui faisaient ce job. Et ça nous a permis de vraiment continuer à accélérer tout en ayant une petite machine d'inbound qui fonctionnait parce que le produit commençait à devenir connu. Et ça, normalement, vous devez avoir un petit peu de récurrent qui vient tout seul et qui vous permet de croître. Il y a 4%, et ça c'est grâce au talk d'hier, des SaaS qui atteignent le million d'ARR. Avec le recul que tu as aujourd'hui, ça a été quoi les 3 actions principales que tu as pu mettre en place pour aller chercher ce palier à 1 million? Donc tu nous as parlé du sales, mais c'est quoi un peu les 3 autres que tu peux nous partager, que ce soit sur le management de l'équipe, que ce soit sur les fameux scripts de Aircall et ouais. La team. Et je peux pas le répéter plus que ça parce que c'est un peu comme souvent les restaurateurs ils vont vous dire le truc numéro 1 pour réussir c'est l'emplacement.
Ce qui peut paraître bizarre, hein, un resto, tu te dis, bah, l'emplacement, non, c'est ce qu'il y a dans l'assiette, non. Mais en fait, l'emplacement est souvent plus important. Et je peux vous dire, pour un produit, évidemment, le produit est hyper important, mais l'équipe est encore plus importante. Pourquoi ? Parce que vous allez faire des erreurs, parce que vous pouvez avoir le meilleur produit du monde. Et ça, je vous le dis, je l'ai vu. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, mais jamais réussir à le vendre. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas la bonne équipe, parce que les gars se tapent dessus, parce qu'il y a des embrouilles. Enfin, il peut y avoir des dizaines de raisons pour lesquelles un super produit, super bien imaginé, ne réussit pas. Et donc l'équipe, au début, elle est hyper importante. Je l'ai dit pour les fondateurs, mais pour les premiers employés aussi. Et nous, nos premiers employés, on les a toujours traités comme des fondateurs. Et donc du coup, pour ceux qui sont fondateurs, vous voyez la force en vous que vous avez. Vous voyez cette force de travail que vous avez. C'est ce truc où quand vous vous asseyez, vous commencez à bosser, que ce soit parce que vous codez ou parce que vous essayez de vendre, parce que vous écrivez le produit ou que vous essayez de l'imaginer à quoi il ressemblera. Vous voyez cette passion que vous avez en vous, où vous avez l'impression que rien ne peut vous arrêter. Et bien maintenant, imaginez que cette passion, vous la transmettez aux 10 premières personnes qui vous rejoignent. Et ces 10 personnes, en fait, vivent cette aventure comme vous la vivez. Et ben, je peux vous dire que ça crée une émulsion en interne et une force de frappe qui est incommensurable et qui est inarrêtable. Et c'est souvent ce que j'ai dit aux premiers employés, j'ai dit, en fait, si on travaille plus que les autres, on réussira plus que les autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tous un produit à construire, on a tous un business à faire, mais celui qui bosse plus et qui fait le plus avancer ses ventes, qui fait plus de recherches sur ses clients, qui fait plus de recherches sur le produit, globalement, il a plus de chances de réussir. Et donc, cette équipe, elle était incroyable parce qu'en fait, elle vivait ce que nous, on vivait, mais version, en fait, c'est les salariés. Et pourtant, on leur donnait beaucoup de parts donc pour s'assurer que ça soit qu'ils soient incentivés à cette réussite. Et donc, ça nous a donné une force de frappe au début qui était incroyable. Et une anecdote que j'oublierai jamais et qui, à ce moment-là, m'a fait comprendre qu'on avait quand même créé quelque chose de assez unique. C'était le 31 décembre 2015. On avait comme objectif, on s'était fixé comme objectif, fin 2015, d'atteindre les 60 000 de MRR. Okay, donc, on avait commencé l'année, si je ne m'abuse, à 3 000 de MRR, 3 ou 4 000 de MRR, et on s'est dit 60 000 fin d'année. On l'avait fixé au début. Et bien, le 31 décembre à 18h, on était à 59 900. Et donc, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit avant, notre prix moyen à ce moment-là était de 20 € par utilisateur et par mois. 20 € par utilisateur et par mois. Donc, en gros, il nous manquait 5 utilisateurs. Il est 18h le 31 décembre. Et ben, la team, elle est restée. Et moi, je me souviens, j'avais honte parce que en fait, j'étais parti en week-end. Putain, merde, c'est filmé, putain. Putain, j'essaie de passer pour un gros bosseur. Non, mais... Non, et j'étais parti du bureau à 17h parce que je partais en week-end avec des copains. Bref, longue histoire. Retenez pas cette partie. C'est drôle quand tu essaies de justifier. Elle est pas... Ouais, mais ce que j'ai honte, maintenant, je réalise que j'étais parti. Non, et je me souviens, j'étais dans la voiture et je continuais à essayer de vendre. Et à 18h, donc on se rend compte de ça. Et à 18h30, je mets à jour notre bot qui nous donnait le MRR. Et là, on a eu un churn de 100 balles. Et donc là, on retombe encore de 100 € moins. Et donc là, on est encore une fois plus loin de notre objectif. Et bien, l'équipe, elle est restée au bureau. Alors, l'équipe, c'est un grand mot. 2 personnes. mais il faut toujours se voir plus grand qu'on est. C'est hyper important, vous allez voir, pour le futur. Parce que je pourrais vous raconter des anecdotes, vu qu'on pouvait proposer des numéros partout dans le monde. Je disais, ouais, du coup, on a des bureaux un peu partout, hein, alors qu'on était 5. Et elle est restée et elle s'est battue. Et je me souviens être au téléphone avec Shalom, que je cite de bon cœur, qui est un de mes premiers employés, Shalom Malka, qui a créé sa boîte récemment. Et il m'appelle et il me dit, j'arrive pas à voir le gars. Lui, il pourrait nous faire les 200 balles, il a une dizaine d'utilisateurs, c'est top pour nous. Et je lui dis, écoute, on se fait une conférence, on l'appelle. Et là, je l'appelle du coup avec mon numéro et je fais la conférence. Et là, il répond. Et je lui dis, écoutez, c'est Ercole. Il me dit, mais c'est pas possible, je vous réponds pas depuis tout à l'heure. Je suis dans l'avion, je sors de l'avion là, je pars rejoindre mes enfants. Et on lui dit, mais écoutez, on a vraiment besoin de vous. On lui explique, on lui dit, écoutez, c'est un challenge en interne, on doit atteindre ce chiffre. Et je laisse Shalom parler, qui reprend le truc, et on le close. Et on lui dit, mais mettez votre carte bleue. Et là, mais je lui dis, écoutez, on le fait pour vous, il n'y a pas de problème. Non, mais il faut juste que vous réalisiez qu'on était 10 à ce moment-là, à peu près, dans la boîte. Et il y a 10 gars qui sont en haleine, au bureau, en train d'attendre. Et nous, on est au téléphone et on essaye de faire. Ils payent, on met à jour le bot. Et ça fait 60 000. Et là, en fait, à ce moment-là, on s'en est pas rendu compte, mais on avait créé quelque chose en interne.
parce que tout le monde tapait sur Slack, waouh, trop cool, c'était top. Et pourtant, c'est rien 60 000 de MRR en fait, quand tu y penses, c'est 700 000 balles de chiffre d'affaires. Tu vois, on était 10 personnes, c'est pas très rentable comme business. Mais on avait créé cette émulsion. Et donc, vraiment, j'insiste sur la team. Donc, j'ai fait vraiment un gros speech là, juste pour parler de l'équipe. Mais c'est 90% du succès d'une boîte, c'est les teams. Et après, une des autres choses, c'est très tôt d'avoir des process hyper définis. Qui fait quoi? C'est hyper important. Et vous voyez, on va revenir encore à la problématique de la team. C'est hyper important que la team sache ce qu'elle fait, chaque personne. Parce que très tôt, vous allez voir, il va se passer quelque chose qui est naturel, où tout le monde veut prendre le lead sur quelque chose. Moi, je fais ça, mais ouais, je suis un peu global en fait. Tu vois, tout le monde veut être très généraliste. Ce qui est hyper important, c'est, OK, ton rôle, c'est ça. Tu vois, et tu vas être le meilleur là-dedans. Toi, tu vas aller chasser. Tu vas être le meilleur dans la chasse. Toi, tu vas closer. Mais tu vas être le meilleur, quoi, tu vois. Toi, tu vas t'occuper des clients. Et ainsi de suite. Et là, normalement, si tu as la bonne team, tu as un produit normalement qui tient la route, qui sert à quelque chose, tu as les bons process, normalement, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Et du coup, tu dis la team, c'est ultra important. Comment tu fais au début pour convaincre les gens de te rejoindre? Parce que je suppose que tu payes pas forcément les meilleurs salaires. Complètement. C'est quoi un peu ta technique? Est-ce que tu les chasses? Est-ce que tu attends qu'ils postulent? Ça se passe comment? Ouais, on a fait des deux. On en a chassé, mais tu vois, plutôt des jeunes sortis d'école, et on avait un petit peu de postulants. Mais le plus important pour moi, c'était de sentir qu'ils avaient quelque chose d'entrepreneur. Que c'était pas juste des gars qui viennent pour le job, quoi, ou qui cherchent un job, quoi. Tu vois, c'est quoi ton... Tu vois, moi, une des questions que j'ai toujours demandé, c'est quoi ton rêve? C'est qu'est-ce que tu veux faire après Aircall? C'est bizarre de te demander à quelqu'un avant même qu'il bosse pour toi, mais qu'est-ce que tu veux faire après? Et moi, un des trucs qui me faisait vibrer, qui me faisait vraiment me poser la question de OK, cette personne, on veut la prendre, c'est si je vois des étoiles dans les yeux quand il me parle de je veux monter une boîte un jour, mais là j'ai besoin d'apprendre. Tu vois, c'est beaucoup d'humilité. Il y en a qui disent en sortant d'école, ouais, moi de toute façon, je monte ma boîte tout de suite. C'est facile à dire, bon, OK, fine. Mais quelqu'un qui vient avec toute cette humilité en entretien et dit de toute façon, je vais un jour créer ma boîte, mais j'ai envie d'apprendre avant. Tu vois, en moi, ça résonnait comme OK, il est humble, il est bosseur et il veut y arriver. Et donc, choisir ces personnes-là au début, ça nous a énormément aidé de créer cette équipe du début qui est une équipe, je les appelle toujours, c'est les early founders, quoi. Et c'est marrant, et maintenant, regardez, 10 ans plus tard, j'ai un peu de recul là-dessus, 100% de ces gars, donc de ces personnes, donc il y a 12, à peu près 12 personnes, que ce soit des techs ou des gars business, ils sont tous entrepreneurs. La Aircall Mafia, quoi. C'est la Aircall Mafia. Ouais, non, mais quand on a quand même communiqué dessus. Mais ouais, ils sont tous entrepreneurs. Que ce soit ceux qui sortaient d'école, que ce soit ceux qui avaient un petit peu d'expérience professionnelle, notamment des techs, ils sont tous entrepreneurs. Ils ou elles d'ailleurs. Parce qu'on avait à peu près 50% de filles, de femmes au début et 50% d'hommes. Et vraiment, tout confondu, ils sont tous aujourd'hui entrepreneurs. Je suis au board de certains d'entre eux. Je suis investisseur dans les autres. Donc vous voyez, comme quoi il y avait ce petit truc au début qu'on avait vu en eux et que probablement eux aussi avaient vu en nous parce qu'on leur a donné énormément de liberté très tôt et beaucoup de confiance. Et donc ce qui a fait qu'aujourd'hui, moi je suis intimement convaincu que sans cette équipe, on ne serait pas là. Parce que cette équipe avait une force de frappe et de travail que je n'ai vraiment jamais vue dans une équipe qu'on peut appeler, en fait, c'est des salariés normalement. Donc vous voyez, c'était très fort. Et évidemment, ils étaient tous incentivés, avec pas mal de stocks, qui fait qu'aujourd'hui, sur le papier, ils sont tous multimillionnaires. Des stocks du coup qui sont des actions directement de la boîte. Des stocks d'Aircall. Comment tu décides du coup ce que tu vas donner aux gens qui arrivent? Est-ce que vous aviez déjà genre une grille avec on donne tant de stocks au premier employé, tant de stocks au deuxième, etc. Oui, complètement. Ça, c'était déjà très cadré. Et c'est quoi le conseil que tu pourrais donner pour quelqu'un qui lance sa boîte et qui veut un peu incentiver les gens qui le rejoignent? Alors le conseil, c'est de ne pas donner trop vite, mais de donner. Moi, toujours ce que je leur ai dit, c'est que si un jour la boîte vaut 1 milliard, vous êtes tous millionnaires. Donc globalement, c'était ça la vision. C'est si elle vaut 1 milliard, les amis, vous serez millionnaires. C'est cool. Tu as 22 ans, tu sors d'école. C'est-à-dire que dans moins de 8 ans, logiquement, si on s'en sort bien, tu as 1 million d'euros sur ton compte. C'est cool, quoi. Tu vois, ça fait plus de 120 000 euros par an de gains, plus ton salaire, plus tout ça. C'est sympa. Et donc ça, c'était un peu la partie qui était hyper importante, qu'ils aient cette vision. Ok ? Ça parle à tout le monde, 1 million en fait. C'est con, mais ça parle à tout le monde. Et pourquoi je dis de ne pas en donner trop vite ?
Ce qui est important, c'est que vous allez voir la boîte, quand elle va grandir, vous allez être obligé de faire rentrer des gens. Et il ne faut pas que les personnes très juniors du début aient des stocks complètement démesurés par rapport aux autres. Quitte à vos personnes du début, il y en a qui vont évoluer avec la boîte et qui vont finir C-level dans la boîte, donc C-level, donc chief, donc vraiment au COMEX. Et il y en a qui, pas spécialement, et qui vont partir au bout de 2 ans, 3 ans, parfois 5 ans, 7 ans. J'en ai qui sont là depuis 8 ans. Et c'est pas grave, mais en tout cas, il faut être capable de les placer. Il faut surtout aussi que eux, s'ils évoluent, ils aient quelque chose aussi à gagner toujours. C'est-à-dire de les tenir. Parce que si vous leur donnez tout de suite, je dis n'importe quoi, 1,5% de la boîte dès le début, bah en fait, au bout de 4 ans, ils vont avoir vesté. Quand ça va devenir difficile, ils vont se dire, en fait, ma valeur... Et vous pouvez plus lui donner 1%. Vous pouvez plus jamais donner 1% au bout de 5 ans de boîte. Quand la boîte a bien grandi, 1%, nous, au bout de 5 ans, la boîte valait 200 millions. C'est compliqué de donner 1%, quoi. C'est tout de suite, c'est des sommes énormes. Et même les invests vont dire non, ça va pas le faire. Donc c'est important de donner au fur et à mesure de la taille de la boîte pour que eux soient toujours incentivés. Et pourquoi je dis ça? Parce que, alors pour ceux qui ne savent pas, normalement quand on donne des stocks à des employés, vous mettez un vesting de 4 ans en général. Donc un vesting veut dire que tous les ans, ils vont récupérer 25% des parts. Et donc ça, évidemment, c'est pour les garder au moins 4 ans. Et donc souvent, le problème se pose après 4 ans. Qu'est-ce que vous pouvez leur redonner? Et souvent, ils vont se dire, je veux ce que tu m'as donné il y a 4 ans, quoi. Sauf que le problème, c'est que la valeur de ces stocks, en général, fait x3, x10 parfois. Et donc c'est un peu la complexité. C'est pour ça ne pas donner trop tôt. Surtout qu'une boîte, au début, elle vaut rien. Et donc donner trop, c'est vous mettre aussi dans des problématiques. Aujourd'hui, il y a eu quand même une hyper croissance d'Aircall. Toi, tu décides là d'arrêter l'aventure. Non, dis pas ça, arrête. On sait que tu as plein de projets à côté et tout, mais c'était quoi un peu ta matrice de décision? Qu'est-ce qui a fait, tu vois, je suppose que quand la boîte, tu parles du début, des 10 personnes, il y a une ambiance de ouf. Aujourd'hui, vous êtes 800 ou 700 partout dans le monde. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, ok, tu sais quoi, c'est le moment pour moi de partir? Comment est-ce que tu organises ton départ? C'est quoi un peu les étapes et la transition? Alors, un truc qui est hyper important dans l'entrepreneuriat, c'est toujours se remettre en cause. C'est hyper important à chaque étape de l'entreprise. Et évidemment, ça ne veut pas dire que ça doit vous empêcher d'avancer, mais c'est toujours se remettre en cause. Quand j'ai commencé Aircall, je n'avais jamais créé une boîte qui faisait plus de 100 000 balles de chiffre d'affaires, quoi, en gros. Et donc, la question se pose, c'est, vu que je ne l'ai jamais fait, est-ce que je vais être capable de le faire? Bon, la réponse, c'est oui, normalement, c'est faisable, toujours. Mais après, vous allez voir, on va vous dire, mais quand tu seras à 1 million de chiffre d'affaires, mais est-ce que tu es la bonne personne pour créer la boîte de 1 million à 10 millions? Et de 10 à 20, et etc., etc. Et donc toujours se remettre en cause. Et donc moi, à un moment, quand on a passé les 100 millions de chiffre d'affaires, et que la boîte était énorme, je me suis assis dans mon siège à un moment, et enfin tous les jours, je m'assois. Non, et je regardais un peu ce qu'on avait construit, et je me demandais, en fait, est-ce que c'est ça l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est ce que j'aime faire? Moi, je suis un entrepreneur, je suis un bâtisseur. J'aime créer les choses. Quand tu es 700, la partie créative, c'est du management. C'est vraiment du management, c'est-à-dire que toute la journée, je parle avec des équipes, souvent pour les manager. Et on est moins dans la création. Donc déjà, ça a été un premier coup pour moi de me dire, mais en fait, je me dis entrepreneur, mais je ne suis pas vraiment un entrepreneur là. Soyons clairs, c'est pas ça l'entrepreneuriat, de faire que du management, de faire des reporting à mes invests tous les mois, tous les trimestres, avoir des boards dans tous les sens, voyager en permanence. Je me suis dit, en fait, là, je suis en train de passer une étape qui est l'étape de... En fait, je deviens une sorte de manager de grosse boîte, quoi. Et donc ça m'a un peu gêné. Donc je me suis dit, bon, on va voir, on va continuer quand même. Et surtout, je m'amuse dans ce que je fais, quoi. J'adore Aircall, j'adore ma boîte, j'adore les équipes. Je passe les meilleurs moments de ma vie quand je suis au bureau là-bas, hein. Donc ça, c'est hyper important à savoir. Mais à un moment, je me suis dit, maintenant, il y a une nouvelle étape là, qui arrive. La crise commence à taper, là, on est mi-2022. Ça commence à taper fort. On se rend compte qu'il faut baisser les coûts drastiquement, qu'il faut réorganiser la boîte, repenser la manière dont la boîte fonctionne. Parce que quand tu as l'habitude de cramer de manière assez légère et de te dire, bon, si on perd 30 millions cette année, c'est pas très grave. On en a levé 230, donc ça va. Ou il faut qu'on passe à cramer le minimum.
Donc on réimagine la boîte, on restructure, on dit non, toi ton rôle en fait il sera plutôt comme ci, comme ça. On repense, on arrête d'embaucher parce qu'on se dit en fait il faut qu'on arrête l'hémorragie étant d'embaucher en permanence, et ce qui est un truc classique dans la tech, qui est de dire j'ai un problème, le problème serait que par une personne globalement, et ça c'est très mauvais. Et donc on commence à repenser la boîte avec les investisseurs qui nous aident, on a des équipes de consulting en interne qui nous aident, et je vois que ça commence à prendre une forme et ça commence à fonctionner. On fait un premier trimestre où on divise notre burn par 5. Donc en gros notre burn était à 10, on passe à 2 quoi, de burn quarterly, donc sur un trimestre. Désolé pour le franglais, c'est l'enfer d'avoir une boîte à l'international. Et là je me dis, on est en train de trouver le bon modèle, et là on est fin 2022, on trouve le bon modèle, et je me dis mais en fait là c'est un nouveau cycle, et un cycle pour moi c'est 10 ans. Et donc je me dis mais ok, est-ce que je suis prêt pour les 10 prochaines années? Est-ce que moi, je veux faire globalement ce que je fais dans Aircall actuellement pendant les 10 prochaines années? Donc, est-ce que Jonathan, il veut faire 20 ans au sein d'Aircall? Deuxième doute. Je me dis là quand même, tu vois, parce que je le fais pour moi, mais je le fais surtout pour la boîte, quoi. Parce que je veux pas être le gars qui est à 90%. Je veux toujours être à 100%. Et je me dis, 10 ans là, ça va être long. Ça va être long. On veut s'introduire en bourse. Est-ce que je veux être un fondateur qui introduit sa boîte en bourse? Et avec toutes les emmerdes que c'est tu deviens une personne publique. Là, le talk qu'on a, je peux pas le faire. Parce que la moindre information que je lâche qui n'est pas publique, ça y est, c'est la catastrophe. C'est la prison. Enfin, c'est une autre vie. Et je pense pas être non plus un manager d'une boîte qui est cotée au Nasdaq, parce que c'est notre vision. Je pense pas être cette personne. Et donc, j'ai ce doute en moi. Et le troisième doute qui a fini par m'achever, et qui m'a dit, ok, c'est important maintenant que tu regardes la step d'après, c'est de me dire, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui est meilleur que moi pour faire de plus de 100 millions à 1 milliard de chiffre d'affaires? Quand tu te poses cette question, tu as la réponse, tu sais que tu dois partir. Non mais, et je me suis dit, évidemment, il y a des personnes qui sont passés, leur spécialité depuis 30 ans, c'est de prendre des boîtes à 100, 150 millions, 200 millions et les emmener à 1 milliard, 2 milliards de chiffre d'affaires. Mais pourquoi je ne m'entourerais pas d'eux? Et je me suis dit, mais évidemment qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait et qui vont mieux le faire que moi. Et la beauté d'être un entrepreneur, c'est de dire, mais en fait, si je m'en vais, qu'est-ce que je perds? Rien. En fait, rien. Il y a quelqu'un qui va faire le job et qui va se payer autant que moi. Donc la boîte ne perd rien, mais moi, je viens de gagner quelque chose. Qu'est-ce que je viens de gagner? Du temps. Du temps pour faire quoi? Pour faire autre chose. Ce que je ne pouvais pas faire avec Aircall. Et la quatrième raison, c'était de me dire, mais en fait, si je fais ça, si je pars d'Aircall, de ma propre société, qu'elle est sur les rails et que maintenant, c'est que de l'exécution et c'est une équipe de ce que j'appelle des opérateurs qui vont gérer la boîte, c'est hyper important. Il y a 2 typologies. Il y a l'entrepreneur et il y a l'opérateur. L'opérateur, c'est un gars, c'est une personne, tu la mets n'importe où, elle fait du management. Elle te gère le bateau. Tu vois, une boîte qui fait plus de 150 millions de chiffre d'affaires, et je vous le dis, je le vois de l'intérieur, c'est un paquebot. C'est pas le pilote sur son Zodiac qui dit bon, on va à gauche, bah et hop là, on va à gauche. Non, c'est un paquebot, on peut aller à gauche, toi tu as regardé, toi. Tu demandes à 100 personnes avant de commencer à tourner. Et donc à ce moment-là, je me suis dit mais je vais le donner à un opérateur, donc une personne, un manager de grand groupe qui a déjà fait ça et qui a l'expérience. Et moi en fait, je vais pouvoir faire autre chose. Donc en fait, je viens de me dédoubler. C'est marrant, je suis 2 personnes maintenant. J'étais Aircall à 100%. Mais maintenant, j'ai Aircall toujours à 100% en fait. C'est juste que c'est pas moi qui le fais. Et j'ai Aguesso Capital, qui est ma foncière, qui a vachement évolué pendant ce temps que mon associé a fait grandir. Et je me dis, en fait, je peux énormément contribuer à l'immobilier. Et l'immobilier, c'est ma passion. J'ai commencé à 18 ans à faire de l'immobilier. Je suis passionné de l'immobilier depuis que j'ai 14 ans. J'ai acheté ma première chambre de bonne à 18 ans avec un prêt étudiant. Et finalement, aujourd'hui, je peux revenir à la base dans ma foncière qui est assez grosse, qui maintenant avance bien pour l'accélérer. Et donc, pour continuer finalement l'entrepreneuriat, donc revenir aux bases de l'entrepreneuriat. Donc là, si vous venez dans les bureaux d'Aguesso Capital, j'ai 10 mètres carrés environ, on en a les 15. Et j'ai l'impression d'être Aircall en 2014. Et là, je suis heureux. Et je bosse à nouveau avec cette petite boule au ventre où je me dis, putain, il faut que je fasse tout en même temps. Là. Et ça me plaît. Et donc, j'adore ce que je fais. Et donc là, on fait plein de projets immobiliers. Et tu vois, je me dis, en fait, c'était il y a 1 mois mon départ. Ce mois est passé à une vitesse folle. Et je suis vraiment le plus heureux du monde d'avoir fait ce choix, qui est un choix qui est personnel, mais qui est aussi un choix professionnel et pour toute la boîte en général. C'est de dire, je vais vous mettre la meilleure personne possible au monde, et je le vois vraiment comme ça, au monde, pour faire le job qui est en train de... la next step, en tout cas les 10 prochaines années.
Désolé, c'était encore long, mais ça prend du temps de quitter sa boîte. Après 10 ans, je peux vous dire, c'est mon bébé. J'ai pas d'enfant, donc c'est mon seul bébé. Donc du coup, j'ai toujours pas d'enfant. Non, mais et ça m'a pris énormément de temps. Et pendant longtemps, j'ai eu même une sorte de sentiment de trahison. Je me suis dit, attends, t'es en train de faire une connerie là. Tu trahis ta boîte en fait. Tu la lâches, tu l'abandonnes. Et en fait, j'ai réussi à comprendre que non, en fait. Je l'accompagnais et je la mettais dans les meilleures dispositions pour le futur. Moi, j'ai une dernière question. Il y a plus du tout de lien. Enfin, là, tu fais pas de board avec eux pour maintenir le fil. Si, bien sûr, je suis toujours. T'as conservé tes parts, du coup. Oui, j'ai toujours mes parts. Donc, je suis connecté sur en permanence, je mets à jour. Évidemment, j'ai toujours mon mail, j'ai accès à tout. Et je surveille les chiffres. Tu bosses toujours, quoi. Ouais, alors mon associé dans Aguesso, là, il gueule un peu, là, il me dit putain mec, t'es relou. Il me dit qu'est-ce que tu viens foutre là, c'est pas pour nous ça, c'est pour Aircall. Oui, je suis attaché, c'est un enfant que je laisse partir. Et on laisse jamais partir un enfant facilement. Et quand je suis parti, et d'ailleurs demain il y a mon pot de départ officiel au bureau. Parce que le dernier jour mon dernier jour officiel d'Aircall, c'était le 31 août. Un jeudi, putain, je suis émotionnel, désolé. Un jeudi, et en gros, à 21h30, 22h, les gens partent. Moi, je suis en train de faire encore 15 000 trucs parce qu'il fallait que je transfère tous les accès à mon homologue qui prenait mon job, en gros, aux US, à New York. Donc lui, il était tôt pour lui, mais moi, un peu tard. Et à 21h30, c'est vrai qu'il n'y a plus personne, je suis tout seul. Et je fais mes cartons, quoi. Je prends un carton, je prends mon ordi, une boîte bourrée de médicaments que j'ai depuis 10 ans, que je sais pas quoi en faire. Mais je la mets dedans et je pars avec mon carton. Il est 21h30 jeudi soir, 31 août, ou 30 août, je sais plus si c'est un mois en 31 ou en 30. Et je monte sur mon scoot et je me dis c'est fini, quoi. Et je vous jure, je suis sur le scoot, j'ai une petite larme, je me dis mais qu'est-ce que tu viens de faire? Bon. Et je pars vraiment la queue entre les jambes tout seul. Tout le monde est venu me dire au revoir pendant la journée, mais c'était plus ce moment où je ferme la porte derrière moi. Tu sais, c'est cette sensation de tu mets la clé sous la porte, et c'était un peu ça. Et à ce moment-là, tu vois, j'ai eu cette sensation où je me suis dit waouh, en fait, je vais jamais vraiment la quitter. Et c'est vrai qu'un mois plus tard, en fait, je suis dedans, mais je suis pas dedans. Non, mais je suis dedans, mais je suis pas dedans. Et demain, je vais aller voir les équipes et je suis hyper content. Et ça m'a vachement rassuré. C'est là, le 1er octobre, j'ai demandé les chiffres à mes équipes. Je regardais, et ils ont fait les targets du quarter, sachant qu'en fait, tout le mois d'août, j'étais en vacances. Donc en fait, ça fait 2 mois que je m'occupe plus vraiment d'Aircall comme je m'en suis occupé. Et donc en fait, ça tourne. Ça tourne aussi bien que quand j'étais là. Et donc ça prouve que personne n'est irremplaçable. Et c'est important de le savoir. Et tout ça, ça revient au truc de base que je disais, c'est un entrepreneur doit être humble, parce que s'il ne l'est pas, il va jamais être capable de reconnaître ses erreurs, il va jamais être capable de changer de bord s'il faut changer de bord, et d'accepter finalement la critique. Avant de passer aux questions-réponses, un maximum de bruit pour Jonathan Gallup, s'il vous plaît.